Je commencerai par Frédéric Abécassis, qui se trouve à ma gauche, qui enseigne à l'ENS de Lyon, qui a enseigné en Égypte aussi, qui a organisé, je crois que c'était en 2006, un grand colloque. J'avais eu l'occasion d'y participer sur l'histoire de l'Algérie, la France en Algérie et l'histoire franco-algérienne, qui a donné lieu à une publication avec Gilbert Meignier, ce collègue historien qui est décédé maintenant. Et donc Frédéric Abécassis avait organisé à Lyon ce colloque. Il a aussi participé, alors ça, on se rapproche de notre sujet, à cet ouvrage qui fait suite à une rencontre au Maroc en 2010, qui était un colloque à Essaouira, sous la direction notamment, sous la sienne, et puis de Karima Diresh, qui est aussi une historienne précieuse sur nos sujets, et puis Rita Awad, et qui s'intitulait La bienvenue et l'adieu, migrants juifs et musulmans au Maghreb. C'est trois volumes. Ça a été publié sous la forme de 3 volumes dans un coffret. Et donc, Frédéric Abécassis en était un des directeurs d'ouvrage, mais ça rassemblait toute une série de contributions. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir brossé cette trajectoire historique des Juifs d'Algérie avec toute une série d'étapes et de bifurcations possibles, enfin de moments où l'histoire aurait pu bifurquer autrement. J'ai essayé de répondre à la question qui était posée dans le cadre de cette rencontre sur ce qu'on pouvait appeler cette nouvelle judéophobie. Je dirais que, permettez-moi un petit excursus personnel, parce que j'ai passé à peu près la moitié de ma vie, que ce soit en Égypte, au Maroc, ou, enfin en tout cas en pays arabes ou en France. Je l'ai passé en tant que Français, en tant que chercheur français, en tant qu'enfant français au Maroc. Si vous voulez, ça m'a incité à travailler comme toi sur la question des migrations, mais ça m'a aussi et donc la bienvenue et l'adieu en est le produit, puisqu'il s'agissait de voir comment le Maghreb avait pu être terre d'accueil, mais aussi terre de départ. Ça m'a incité aussi à voir les choses d'un autre regard, c'est-à-dire voir les communautés juives non pas dans leur reconstruction en diaspora après la grande migration post-coloniale, mais plutôt au moment du départ et au moment où les alternatives étaient effectivement rester sur place. On disait rentrer en France, j'imagine que c'était le même vocabulaire chez vous, ou alors aller dans d'autres pays et tenter l'aventure dans des pays neufs, Canada, Australie, parce qu'il y avait quand même ce passif de la révocation du décret Crémieux pendant la guerre. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter un document qui... oui, pardon. Et j'ai toujours interprété la question de l'antisémitisme à laquelle j'ai pu être confronté, que ce soit en Égypte ou au Maroc, et aussi un peu en Algérie, mais j'y ai pas vécu, comme une sorte de souffrance par rapport à un membre fantôme. Vous voyez, je dis, je suis arrivé après la bataille, c'est-à-dire une fois que les communautés juives étaient parties. Je les ai vues dans mes archives, mais je ne les ai pas vues physiquement dans les pays où j'étais, où je n'ai vu que ce qu'il en restait au Maroc. Et ce membre fantôme chez les collègues ou amis musulmans, c'était, vous voyez, cette sensation d'un corps qui était là, qui faisait partie de la nation et qui faisait d'autant plus souffrir qu'il avait disparu et qu'on ne pouvait plus être en relation avec lui. Alors, en Algérie, j'ai eu une autre expérience, et c'est celle que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, en commentant ensemble un texte. Alors, je vais le partager sur mon écran. J'espère que vous le verrez. Voilà. Est-ce qu'il est lisible? Non.
J'ai essayé de l'agrandir. Alors, je vous donne quand même l'économie générale du document. J'étais en... Oui, oui, mais enfin, voilà, vous avez la mise en page. C'est en 2008, donc juste après le colloque que nous avions organisé avec Gilbert Meignet à Lyon, et auquel Gilles Manceron nous avait fait l'amitié de venir. J'étais allé voir, donc en mission à Alger, à l'ENS qui s'appelait aussi ENS Lettres et Sciences Humaines de Bouzaréa, donc l'ancienne école normale d'Alger. Et j'avais été invité par des collègues du département de français, et les collègues sont allés me présenter à d'autres collègues d'autres départements, et notamment celui des sciences de l'éducation. Et le collègue des sciences de l'éducation me dit « Ah, Abécassis, eh bien tiens, justement, je viens de donner un sujet de concours pour rentrer dans le magistère. Alors, je ne sais plus si c'est d'histoire, enfin là, c'est marqué d'histoire médiévale, mais pour rentrer dans notre magistère. Donc, il s'agit de faire plancher les étudiants sur une traduction, donc une version du français vers l'arabe, et je regardais le texte que je leur ai trouvé. Et le texte qu'ils leur avaient trouvé, donc c'est celui-ci, c'est un texte de 1928. Alors ça se justifie si c'est bien de l'histoire médiévale, ça se justifie moins si on est dans un texte d'actualité à commenter. Donc vous voyez, il y a toutes les en-têtes de l'école normale, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis donc traduisez et commentez ce texte. Et le texte dont il s'agit, c'est un texte du père Lamince, donc un jésuite qui a enseigné à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Donc il est né en 1862, il arrive à Beyrouth à l'âge de 16 ans, il y apprend l'arabe, et il est belge, hein, et c'est la figure même de l'orientalisme. Dès avant la Première Guerre mondiale, il publie un ouvrage qui s'appelle « Fatima et les filles de Mahomet, note critique pour l'étude de la Sira », donc la biographie de Mohammed. Et dès 1914, le berceau de l'islam, l'Arabie occidentale à la veille de l'hégire. Et le texte donc, qui a été proposé aux étudiants, c'est un extrait d'une forme de réédition, d'un retour sur ce texte en 1928, et donc l'Arabie occidentale avant l'hégire. Et ce texte de 1928 reprend et complète celui de 1914. Donc, de quel fait ce texte est-il la trace? Parce que vous voyez qu'il y a une stratification d'événements. Vous voyez, bon, en bon historien, j'essaye de remonter de la trace aux faits. Et il y a une série de faits qui interrogent. Premier élément, donc, c'est le moment de l'écriture. On est en 1928, édition d'un texte sur la biographie de Mahomet. Lamince ne poursuivra pas, n'aura jamais publié. Il est mort en 1937 à Damas. Il a tourné dans tout le Proche-Orient et notamment en Arabie. Il n'a jamais publié de biographie de Mahomet parce que dans la lignée de Renan, c'est quelqu'un qui a rendu, je dirais, vivant et très, très terre à terre, dans des raisonnements très contemporains, l'action des acteurs des débuts de l'islam. Et notamment sur Mahomet, donc il y a eu une phrase de lui, Mahomet fut-il sincère, qui attaquait vraiment un point central du dogme, qui était le fait que le Coran n'était pas une création de Mahomet, mais qu'il était plutôt une création, enfin une dictée divine. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a le goût de la polémique et qui a beaucoup insisté sur l'intempérance sexuelle de Mohammed, et quelque chose qui ne correspondait pas à la lecture que pouvaient en faire les musulmans, mais il se situe complètement dans la tradition de la réfutation chrétienne de l'islam, hein, de la réfutation catholique. Il est à l'université Saint-Joseph et il est dans cette mouvance-là. Il est bien sûr aussi dans une mouvance
très anti-Dreyfusard. Hein. C'est un jésuite. Et le texte qu'il livre, alors je vais essayer de l'agrandir pour le découvrir avec vous. Et il est rempli. Voilà, je pense que là... non, vous n'y arrivez pas? Alors, je vais vous lire quelques extraits, mais voilà. Donc, on commence par parler de la Mecque. La Mecque, ville bancable, centre de grosses spéculations commerciales, n'avait pu être négligée, perdue de vue par les Juifs de la diaspora médiévale. Cette race entreprenante, citation latine, là où est le corps, ici nous nous rassemblerons et les aigles se rassembleront. Alors les aigles ici représenteraient plutôt les vautours. Et donc une ville tuée par la spéculation de la race juive. On passe ensuite à Médine, dans le Hedjaz. La ténacité juive avait réussi à se reconstituer une petite patrie régie par la législation talmudique. Les meilleurs cantons, les districts les plus productifs en cette région désolée, se trouvaient aux mains des Israélites. Au milieu de l'émiettement produit par l'anarchie arabe, et là je pense qu'il se réfère vraiment à un contexte régional des années 20, hein, de l'éclatement de l'Empire ottoman, de la mise en place des mandats et de l'émergence, enfin la faillite du nationalisme arabe et sa mise sous tutelle par la France et par l'Angleterre. Les Juifs, 13 siècles avant la proclamation Balfour, avaient réalisé l'idéal sioniste. C'est-à-dire, donc, on est vraiment marqué par cette idée du foyer national juif. Donc là, il évoque un poète compagnon, donc un poète ces poètes qu'on appelle les poètes anté-islamiques, qui auraient pu parler des Juifs du Hedjaz, et lui retourne la proposition dans une proposition qui n'est pas sans rappeler celle de Theodor Herzl, le Hedjaz des Juifs. Donc on a affaire, voilà, donc traduisez et commentez cette proposition, et commentez ce texte. Alors, je vous ai dit, le premier événement, celui de l'écriture. J'ai essayé de vous contextualiser un petit peu le personnage et ce moment où il écrit. Il y a un deuxième moment qui est qu'est-ce qui fait... Bon, il y a le moment de référence dans lequel je n'entrerai pas, hein, sur l'Arabie anté-islamique et qui, elle, exigerait des monuments d'érudition. Mais vous voyez en tout cas dans tout ce que je vous ai dit l'importance du contexte de 1928 sur la reconstitution des faits médiévaux. Et puis il y a cet autre moment. Qu'est-ce qui fait qu'un enseignant de l'ENS d'Alger va donner à ses étudiants un sujet d'examen qui porte là-dessus? Et alors, il y a plusieurs réponses possibles. J'essaye de retrouver mes... non, voilà. Je vais rapetisser ma fenêtre. Non, je suis là-dessus. Donc, il y a plusieurs éléments de réponse possibles. Il y a une inscription dans une tradition islamique, de la même façon qu'il y a des traditions historiographiques entre une histoire lacrymale et une histoire plus scientifique qui essaye de contextualiser les choses. Là, on prend clairement le parti d'une histoire de toute éternité, d'un épisode particulier de l'histoire de l'islam et du judaïsme, et avec cette idée forte de tradition inconciliable d'une Médine occupée par les Juifs, à laquelle le prophète de l'islam va mettre bon ordre. Voilà, j'essaye de retrouver, mais non, voilà.
Et donc une histoire qui oscille, enfin en tout cas quand on examine cette tradition, ces traditions historiographiques de l'histoire des relations entre juifs et musulmans, on oscille entre cette histoire lacrymale ou néo-lacrymale et puis une histoire tout aussi mythifiée qui est celle du mythe andalou et d'une convivence heureuse. Et la vérité, on le sait, elle se situe selon les moments et selon les contextes entre les deux. Mais ce qui me paraît surtout important et intéressant dans ce texte, c'est que, par homologie, il renvoie à une histoire spécifiquement algérienne et au narratif de la décolonisation. Les Juifs de Médine ne font qu'anticiper le rôle des colons français au moment de la guerre d'indépendance, dans la logique de ce texte et du fait, et ils sont appelés à subir le même sort, en poussant l'analyse un peu plus loin de ce que représente ce juif virtuel. On pourrait dire que les Juifs de Médine sont les colons français et que, contrairement à ce qu'a toujours dit Benjamin et à ce que je reprends totalement à mon compte, les Juifs d'Algérie ont quitté l'Algérie en tant que Français. Là, le texte donne l'impression qu'il renverse les choses. Les colons français ont quitté l'Algérie parce qu'au fond, c'était des Juifs. Et pour une partie, en tout cas pour ceux qui ont posé ce sujet et qui s'inscrivent dans cette tradition-là, il s'agit de montrer que dans la guerre d'indépendance, au fond, ne s'est joué qu'une réédition de la geste du prophète qui a chassé les Juifs de Médine. C'est-à-dire qu'on est dans une vision de l'histoire cyclique qui ne ferait que reproduire une histoire ancienne. Alors, que signifiait, parce que je vous ai quand même donné ce contexte, autre fait, que signifiait le fait de me donner ce texte en disant, bah, tiens, tu t'appelles Abbé Cassis, et ben tiens, justement, regarde ce que je viens de donner. Et il me semble, moi je l'ai clairement reçu, comme un message, puisque je venais avec l'idée qu'on pouvait éventuellement faire des conventions entre l'ENS, Lettres et Sciences Humaines de Lyon, et un réseau des ENS, ou travailler avec l'ENS de Bouzaléa. Là, il me semble qu'il s'agissait d'une claire fin de non-recevoir et d'un refus d'entrer dans ce qui serait un impérialisme supposé d'une école normale française qui viendrait voir une école normale algérienne. Alors, en quoi peut-on considérer ce texte comme un texte antisémite, et le fait de me le donner sur la base de mon nom comme un acte antisémite? Je dirais que on a eu des éléments de réponse ce matin, puisqu'on a essayé de définir l'antisémitisme. Je cite ce qui a été dit ce matin, la haine la plus longue de l'histoire. Il y a à la fois une épaisseur historique très forte et une sédimentation des traditions. Les stéréotypes antisémites qui ont été présentés dans ce texte, vous voyez qu'ils puisent dans le stock de l'affaire Dreyfus, et que, conformément à ce que nous enseigne l'histoire, c'est par les missionnaires chrétiens, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient orthodoxes, que c'est diffusé. Et ce qui rejoint ce que disait Benjamin tout à l'heure, c'est l'antisémitisme en Algérie, il est d'abord européen. Et donc c'est par ce biais que s'est diffusé un antisémitisme européen au Maghreb, et un antisémitisme dont vous savez à quel point il est matiné de discours de la classe et de la nation, il est lié à la remise en cause de l'ordre libéral, l'ordre du capitalisme. Second motif, le motif de la race, et qui était apparent dans l'extrait que je vous ai lu, mais aussi le motif du sionisme et le motif de l'état des Juifs a pu exister à Médine d'après ce père jésuite, et qu'il s'agirait de combattre dans
dans cet entre-deux-guerres. En fait, à cette époque, les Juifs avaient déjà réalisé l'idéal sioniste, à la fois selon le père jésuite et selon la personne qui a posé le sujet. Et si vous voulez, il y a un autre motif donc, qui vient se rajouter au motif sioniste et au motif des Juifs et l'argent et au motif lié à l'affaire Dreyfus, c'est cette question c'est le motif décolonial. C'est-à-dire que le narratif décolonial est une justification a posteriori en 2008 d'un antisémitisme qui est importé par les chrétiens. Alors, je dirais qu'on sait la capacité de l'antisémitisme à capter les discours du temps et à en fixer les boucs émissaires et les responsables. Je dirais que ce qui me paraît finalement le plus antisémite dans cet acte, dans ces différents faits, c'est l'articulation entre un discours avec toute son épaisseur historique et un acte tout simple qui consiste à me le donner en fonction de mon nom et à considérer qu'il y a une forme de raccourci possible entre le groupe, la pensée par catégorie, et les individus. Et il me semble que c'est ça qui est non seulement au fondement de tous les antisémitismes, mais aussi au fondement de tous les racismes. Je vous remercie.